Emmanuel Macron que la prochaine fois, il peut faire plus simple. Il peut se nommer lui-même directement Premier ministre. C'est quand même assez incroyable que nous allons peut-être avoir des questions au gouvernement cet après-midi sans qu'il y ait eu de discours de politique générale. Je ne parle même pas du vote de confiance qui se fait dans toutes les démocraties en Europe, où on n'a pas la confiance juste en étant nommé par le monarque présidentiel, mais en se soumettant au vote de confiance de l'Assemblée, qui mène une clarification dans le pays entre qui est dans l'opposition et qui est dans la majorité. En même temps, c'est assez théorique, ça. Je comprends très bien ce que vous dites et vous avez parfaitement raison du point de vue constitutionnel. Gabriel Attal a répondu à cette question en disant oui, mais bon, j'y ai pas la majorité. C'est-à-dire qu'il ne va pas venir en sachant que de toute façon, il va être renversé. Eh bien, justement, c'est le vote de la motion de censure sur la question d'exprimer la défiance des députés qui permettra de savoir qui est dans la majorité et dans l'opposition. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi Emmanuel Macron peut se nommer lui-même Premier ministre? Il va de nouveau, il avait fait la même chose avec Elisabeth Borne, il va de nouveau parler avant son Premier ministre pour fixer un cap ou je ne sais quoi. C'est pas acceptable dans une démocratie comme la nôtre. Je veux dire, un président de la République qui hyper présidentialise à ce point, qui incarne à ce point toutes les dérives de la Ve République, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, finalement, peut-être que Matignon n'existe plus et que vous avez Gabriel Attal qui était Premier ministre peut-être pendant 7 jours et qui se retrouve de nouveau porte-parole avec la prise de parole d'Emmanuel Macron. À partir de ce soir, au fond, il n'est même plus véritablement Premier ministre. Si je vous écoutez, oui. Enfin, par ailleurs, moi, je réagirais aux propos d'Emmanuel Macron depuis un campement qui a été installé avec le DAL, l'association Droit au logement, depuis Noël, avec une trentaine de familles sans abri qui demandent des logements pérennes. Je rappelle qu'il y a... Alors, c'est le campement à Solferino, où je vais d'ailleurs dormir ce soir pour briser le mur sous la tente ce soir dans les rues de Paris. Pour briser le mur de l'indifférence. Je rappelle qu'il y a 3 personnes sans abri qui sont mortes de froid. Depuis le en début de la 1954, c'est-à-dire il y a 70 ans, résonnaient les mots de l'abbé Pierre qui disait « Mes amis, au secours, cette nuit, une femme est morte gelée » et que 70 ans après, de nouveau, dans la 7e puissance économique au monde, on se retrouve avec des personnes qui meurent et avec un nombre sans précédent, qui n'a jamais existé dans notre pays, d'enfants qui sont sans abri. Je veux d'ailleurs saluer toutes celles et ceux, souvent du personnel éducatif, souvent des parents d'élèves, qui ouvrent les écoles pour faire en sorte de ne pas laisser les enfants dormir le soir. Donc vous portez plainte contre l'État pour non-assistance à personne en danger, pour ne pas avoir su sauver ces 3 SDF morts de froid. Parce que les morts à la rue, le collectif des morts à la rue dit que 620 personnes sont mortes l'année dernière de la rue. Probablement beaucoup plus, parce que c'est dur à comptabiliser. Ce n'est en rien une fatalité. Je rappelle juste des chiffres. Nous avons 330 000 personnes qui sont sans abri dans ce pays. C'est-à-dire 2 fois plus qu'il y a 10 ans et 3 fois plus qu'il y a 20 ans. Vous avez des politiques qui sont menées, notamment la baisse des APL, la criminalisation des personnes sans abri avec la loi Kasbarian, qui sont menées, qui sont des politiques qui favorisent le mal-logement et le sans-abrisme. Il n'y a aucune fatalité dans ce qu'on vit. Et je vais vous donner un autre chiffre qui va vous en convaincre. Il y a 3,1 millions de logements vacants dans ce pays. Si on prend ceux qui sont dans les centres-villes, parce que parfois on nous dit qu'ils ne sont pas vacants de manière durable, etc. Ceux qui sont dans les centres-villes, vacants de manière durable, et d'ailleurs c'est pour ça que le campement est à Solferino, c'est parce qu'il est devant un immeuble où 80% des logements sont vides de manière durable. C'est 300 000 logements. Donc nous avons largement les moyens de réquisitionner ces logements. Vous défendez aussi ce que Yann Brossin, qui est donc sénateur communiste, demande la réquisition immédiate par les maires, par les élus, au moins de ces immeubles institutionnels, c'est-à-dire sans aller jusqu'au logement personnel, sur les appartements, mais carrément les immeubles, quand ils sont vides, pouvoir immédiatement et sans attendre les réquisitionner. Mais c'est une mesure de bon sens, c'est une mesure de bon sens. Je rappelle que quand c'est réquisitionné, c'est des mesures qui sont pour 1 an, qui peuvent être renouvelées 6 fois. Donc c'est des mesures temporaires. Et que, par ailleurs, un propriétaire est indemnisé quand il y a une réquisition de l'État. Donc je veux dire... C'est une mesure d'urgence de bon sens. En plus, évidemment, de reconstruire le logement public, d'arrêter, puisqu'ils ont augmenté de 3,5% les loyers l'année dernière, de 3,5% les loyers encore l'année d'avant. Il n'y a pas de ministre du Logement. Au moment où on se parle, il n'y a mais vous plus vous de rendez ministre compte à du quel Logement. point c'est incroyable? Il y aura peut-être un secrétaire d'État qui sera nommé, mais enfin, au moment où on se parle, il n'y a pas de ministre du Logement. Alors que 3 personnes viennent de mourir en 4 jours de froid dans notre pays.
Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte du niveau d'irresponsabilité dans lequel on est. Donc, je le dis, ce soir, moi, je dormirai dans ce campement, y compris pour lancer l'alerte sur cette question. Je serai avec d'autres parlementaires insoumis, mais aussi d'autres groupes. Et nous le disons à ce gouvernement, il doit agir d'urgence sur cette question. Il est indigne d'avoir autant de personnes qui vivent à la rue dans un pays aussi riche que le nôtre. Mathilde Panot, dans ce contexte, la facture d'électricité va encore augmenter. La taxe sur l'électricité qui avait été mise de côté le temps des grandes hausses des tarifs de l'électricité va être rétablie. Ce sera donc 10% de plus sur les factures à partir du 1er février. Mais c'est totalement irresponsable. Regardez, les gens, nous sommes dans une situation dans laquelle les gens expliquent qu'un Français sur 3 n'arrive pas à manger correctement dans ce pays. Donc la faim disloque le pays. Vous rajoutez le froid qui s'empare du pays en plus, avec des gens qui doivent choisir entre payer la facture de cantine de leur enfant, payer les factures d'énergie, payer leur loyer, bref, qui se retrouvent dans des situations impossibles. Ce n'est qu'une décision, vous l'avez très bien dit, du gouvernement. Ça a déjà augmenté de plus de 25%. Disons que le gouvernement avait décidé justement de supprimer Exactement. cette taxe et donc de faire baisser mécaniquement de 10%, mais elle décide là de la rétablir. Voilà. L'année dernière, ça a augmenté de plus 25% sur les prix de l'électricité. Donc ça veut dire que en 2 ans, il y aurait une augmentation de quasiment plus 37,5% de la facture d'électricité. C'est irresponsable. Je veux dire, on a déjà des gens qui ont froid chez eux. 80% des moins de 35 ans disent qu'ils ont froid dans leur logement. C'est aberrant ce qui est en train de se passer. Donc nous demandons solennellement au gouvernement de renoncer à la hausse de 10% sur les prix de l'électricité. Et d'ailleurs, nous avons lancé avec le mouvement insoumis une pétition sur cette question que tout le monde peut aller signer pour alerter le gouvernement sur ce qui est en train de se passer et dire nous refusons, aux côtés des associations, aux côtés des associations de consommateurs notamment qui le demandent aussi, qu'on augmente de nouveau les prix de l'électricité et les prix de l'énergie pendant que d'ailleurs Total Énergie et les autres sont en train de se gaver comme jamais avec des records de dividendes qui sont atteints à chaque instant. Total Énergie, 18,4 milliards d'euros de dividendes versés. Est-ce que ce serait à Total de donner les sous pour compenser ces 10%? Bah oui, enfin, nous, ce qu'on proposait sur la question du blocage des prix à la baisse, que nous défendons depuis très longtemps. Je rappelle que nous sommes le seul groupe à l'Union européenne, à la fois en commission et en hémicycle, à avoir refusé la fin des tarifs réglementés de l'énergie et le marché européen de l'énergie responsable de l'augmentation vous aurez vu des prix. que les prix de l'alimentation freinent leur inflation. Là, ça y est, on a peut-être l'inflation derrière nous, malgré tout. Ben, on attend de voir. En tout cas, ce que je vois, moi, c'est que, ce que nous avions proposé sur l'encadrement des marges, qui d'ailleurs concernait l'énergie, mais aussi l'alimentation, qui permettait que ça soit sur les distributeurs, que ça soit sur les grands groupes, qu'on fasse peser le prix de l'inflation plutôt que à chaque fois sur les ménages, a été refusé à 6 voix près à l'Assemblée nationale, et que nous avions proposé, je veux insister là-dessus, au moment où des agriculteurs manifestent partout en Europe, un prix penché pour les paysans, pour faire en sorte qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Donc ce que nous demandons, c'est effectivement qu'on aille prendre l'argent là où il est. Et de l'argent, il y en a beaucoup, puisque nous avons atteint un nouveau record de dividendes à 97 milliards d'euros versés en dividendes, ce qui est indigne vu la situation de malheur global dans le pays. Merci Mathilde Panot d'être venue répondre à mes questions ce matin, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Vous serez donc ce soir sous une tente avec des SDF pour écouter la conférence de presse du président et pour y dormir.